Yo, bienvenue à toi sur le podcast. Ce que je te propose, c'est d'écouter ça en voiture, en allant au travail ou en faisant tes courses. Comme ça, tu perds pas de temps et je te souhaite une excellente écoute. C'est parti. Yo, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, chapitre 4, l'analyse des rêves. Tu as la page 85 à 93 et c'est parti. Pour commencer ce chapitre, Jung nous fait un rappel entre la différence entre un signe et un symbole. Le symbole, donc, c'est un contenu qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus mystérieux. Et surtout, c'est un produit qui est naturel et spontané, qui suggère quelque chose qui n'est pas forcément connu. Les rêves donc, sont la source principale de connaissance du symbolisme, mais ce n'est pas la seule source. Donc on va avoir en premier, il y a les situations symboliques, donc le fait de se retrouver au même endroit, à la même heure avec une personne que tu connais et que tu n'as pas vu depuis longtemps, ça peut être une situation symbolique. En deuxième, il peut y avoir les sentiments symboliques. Et enfin, en troisième, tout ce qui est objet inanimé. Donc, par exemple, quand un miroir se brise, ou par exemple un pendu qui s'arrête à la mort de son propriétaire. Ça, c'est l'exemple de Frédéric le Grand à Sans Souci. Donc, beaucoup de symboles et de représentations collectives sont issus des images religieuses qui sont elles-mêmes issues de l'imagination créatrice des êtres primitifs, donc tous les gens qui nous ont précédés, qui n'avaient pas encore eu la distinction entre la conscience et l'inconscience. Je cite page 87. Apprenez le plus de choses possible sur le symbolisme, puis oubliez tout ce que vous avez appris lorsque vous analysez un rêve. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'être en perpétuelle remise en question afin de trouver inconsciemment en fait, des liens avec les choses symboliques qui peuvent être liées à nos rêves. Et surtout pour éviter d'interpréter avec nos propres associations en fait. C'est pour ça que c'est bien aussi d'interpréter soi-même ses rêves, mais c'est aussi intéressant d'aller chercher une personne tierce qui a toutes ces connaissances-là, qui a un arrière-plan en termes de symbolisme et de culture, pour ensuite nous aider à analyser nos propres rêves. Ce qui est très important aussi, c'est de saisir la contribution apportée par l'inconscient à la conscience. Pour ça, on va citer l'exemple page 88. C'est Jung qui arrivait de différents étages dans sa maison, avec différents siècles. Donc je vais commencer par... je vais citer le passage en entier. J'ai eu un rêve à l'époque où je travaillais avec Freud qui illustre bien ce point particulier. Je rêvais que j'étais, chez moi, apparemment au premier étage, dans un agréable et confortable salon meublé dans le style du XVIIIe siècle. Je fus étonné de n'avoir jamais vu cette pièce auparavant et je commençais à me demander à quoi ressemblait le rez-de-chaussée. Je descendis et je découvris que les pièces étaient plutôt sombres, aux murs recouverts de boiseries, avec des meubles massifs datant du XVIe siècle ou même d'une période antérieure. Ma surprise et ma curiosité s'accrurent. Je voulais voir l'architecture totale de la maison. Je descendis dans la cave où je trouvai une porte donnant sur un escalier qui menait à une vaste pièce voûtée. Elle était pavée de grandes pierres et les murs semblaient très anciens. J'examinai le mortier et je découvris qu'il était mélangé d'éclats de briques. Manifestement, les murs étaient d'origine romaine. Ma curiosité ne cessait de croître. Dans un coin, je vis un anneau de fer fixé à une dalle, je la soulevai et je vis un autre escalier très étroit menant à une sorte de caveau qui ressemblait à une tombe préhistorique, contenant 2 crânes, quelques os et des fragments de poterie. Et je me réveillai. Si Freud, lorsqu'il analysa ce rêve, avait suivi ma méthode consistant à explorer les associations qui s'y rapportent directement et son contexte, il eût entendu une très longue histoire. Mais j'ai bien peur qu'il l'eût écartée en la considérant comme une simple tentative d'échapper à un problème qui était en réalité le sien. Le rêve était en fait un résumé de ma vie, et plus particulièrement de l'évolution de mon esprit. J'ai grandi dans une maison vieille de 200 ans, nos meubles dataient pour la plupart d'il y a 300 ans, et intellectuellement, ma grande aventure spirituelle avait été la lecture de Kant et de Schopenhauer. Le grand événement du jour était l'œuvre de Charles Darwin. Peu de temps auparavant, je vivais encore dans l'univers médiéval de mes parents, aux yeux desquels le monde et les hommes étaient régis par l'omnipotence et la providence divine. Ce monde était désormais archaïque et périmé. Ma foi chrétienne avait perdu son caractère absolu par la découverte de religions orientales et de la philosophie grecque. C'est pourquoi le rez-de-chaussée de ma maison était si sombre, si silencieux et manifestement inhabité. L'intérêt que m'inspirait l'histoire avec un grand H avait été éveillé par l'étude de l'anatomie comparée et de la paléontologie pendant que j'étais assistant à l'Institut d'anatomie. J'étais fasciné par les ossements de l'homme fossile, particulièrement par l'homme de Néandertal,
autour duquel on discutait beaucoup et par le crâne du pithécanthrope de Dubois, qui était l'objet de controverses plus violentes encore. En fait, c'était là des associations réelles de mon rêve, mais je n'osais pas parler de crâne, de squelette ou de cadavre à Freud, car l'expérience m'avait appris que ces thèmes lui étaient désagréables. Et justement, on va en venir à Freud. Il faut savoir que Jung a menti sur certains de ses rêves à Freud, parce que la différence entre la personnalité de l'analyste et de l'analysé peut être compliquée peut créer une relation compliquée. Et justement, Jung à l'époque, il voulait éviter une brouille définitive avec Freud, parce qu'il a encore beaucoup de choses à apprendre de lui. Alors pourquoi Jung lui a menti sur ses rêves? Tout simplement parce que Freud il croyait que Jung escomptait sa mort prématurée, suite à l'intérêt qu'il a montré pour la momie de Bleikeller de Brême. Donc c'était une visite qu'ils ont fait en 1909, juste avant de prendre le bateau pour les USA. Enfin, la volonté que le processus de guérison vienne de la personnalité propre du patient et non de suggestions faites par Jung, qui ne peut avoir qu'un effet passager, explique aussi pourquoi il s'est vraiment détaché définitivement de Freud. Citation, page 93. En ce siècle de bouleversements sociaux et de changements rapides, il est désirable d'en savoir beaucoup plus sur les êtres humains pris individuellement que nous ne le faisons. Donc pour lui, c'est vraiment important de comprendre les mythes, les symboles, et de voir les choses dans leur juste perspective, et de faire des liens entre le passé et le présent, et vraiment s'intéresser à l'individualité de la personne, parce que c'est là que toutes les informations sont disponibles, en fait, tout simplement. Et ça peut aussi aider à, pourquoi pas, changer le monde. Sur ces belles paroles, j'espère que vous avez kiffé le podcast. N'hésitez pas à laisser un like si c'est le cas. Et on se retrouve dimanche prochain. Ciao!